Vos dossiers clients sont de la camelote, m'a dit ma directrice, en appuyant sur supprimer, devant toute l'équipe. Recommencer à zéro. J'ai vu un an de travail s'évanouir, puis j'ai décroché mon téléphone qui sonnait. Oui, j'accepte l'offre à 460 000 $. Son visage a blêmi, tandis que je démissionnais, sur le champ. Avant même que je ne puisse reprendre mon souffle, mon téléphone a vibré dans ma poche avant. Je me suis adossé à ma chaise, en gardant mes mains basses sous le bureau en stratifie, et j'ai jeté un coup d'œil vers le bas. C'était une notification pour un nouvel email. L'objet disait simplement « Lettre d'offre » d'Aero Partners. Mes mains ont commencé à trembler légèrement, alors que j'ouvrais la pièce jointe. Les conditions étaient énoncées noir sur blanc, un salaire de base de 460 000 $, 15% de part dans la nouvelle entreprise, et le titre de directeur du développement clientèle. Le poste s'accompagnait d'une autonomie absolue, et sans restriction. J'ai laissé échapper un léger rire, tout bas. Ce n'était pas parce que la situation était drôle, mais parce que le timing, de toute évidence, était absolument parfait. Regina Thorpe, ma directrice, venait de supprimer toute une année de travail sur notre base de données, sous les yeux du département entier, pensant ainsi me donner une leçon. Elle n'avait aucune idée qu'un groupe d'anciens clients, partis de notre entreprise il y a quelques mois, suivait mes progrès de près. En coulisses. Ils commençaient à s'impatienter, et attendaient le moment idéal pour me recruter. Cette suppression a été le point de rupture. Cela n'a pas seulement fait mal. Cela a lézardé, de part en part, les fondations même de Pinacle Logistique. Ce n'était pas une simple mauvaise journée au bureau. C'était l'aboutissement de 17 longs mois, passés dans un rôle dont personne d'autre ne voulait, à faire un travail que personne ne respectait, jusqu'à ce qu'il réalise soudainement, qu'il ne pouvait plus survivre sans lui. On n'obtient pas un tel moyen de pression du jour au lendemain. Tout avait commencé 1 an et demi plus tôt. J'avais 29 ans, j'habitais à Indianapolis, et je voulais désespérément prouver que je pouvais bâtir quelque chose de significatif, dans le monde de l'entreprise. Tout a débuté avec un poste que tout mon entourage me décrivait comme une voie de garage. Pour mon premier jour chez Pinacle Logistique, je suis arrivé vêtu d'une chemise bon marché et de chaussures habillées achetées en solde. Le bureau était déprimant. Des cloisons blanches, des box gris, et cette odeur permanente de café rassis. Personne n'a levé les yeux, quand j'ai remonté l'allée principale. Regina Thorpe m'a accueilli à la réception, avec un badge en plastique et un visage de marbre. Elle le tenait du bout des doigts, comme s'il s'agissait d'un produit toxique, en me lançant que mon poste correspondait à un titre inventé. Et qu'il ne fallait pas que je m'installe trop confortablement. Elle m'a conduit vers un demi-bureau étroit, coincé entre un classeur et l'imprimante, tout en m'avertissant de ne pas espérer d'aide. Le coordinateur précédent était parti sur le champ, sans même terminer ses formalités de départ. Avant de s'éloigner, elle m'a dit que la vraie valeur, dans ce secteur, résidait dans les systèmes opérationnels, et non dans les sourires. J'ai hoché la tête, faisant mine d'approuver, même si je savais pertinemment, au fond de moi, qu'elle se trompait. Cependant, je n'ai pas cherché le conflit pour ma première matinée. La première semaine a été un chaos total. Personne ne m'a expliqué quel logiciel nous utilisions. Mes identifiants de connexion ne fonctionnaient pas, et je ne pouvais même pas accéder à la liste principale des clients. J'ai passé mes journées à fouiller la base de données, et à chercher dans une archive de mes oubliés, que le précédent coordinateur avait laissé sur le disque dur local. Enfoui au fond de ces dossiers, j'ai découvert des centaines de messages provenant de nos clients. La grande majorité d'entre eux avaient été totalement ignorés, ou avaient reçu pour seule réponse un message automatique d'une seule phrase. C'est à ce moment-là que la vérité m'a frappé. Si ce département était en train d'échouer, c'était parce que personne, chez Pinacle Logistique, ne traitait les clients comme des êtres humains.
j'ai décidé d'adopter une approche simple, presque évidente. J'ai commencé par les écouter. Lorsqu'un client, nommé Donald Granger de chez Ironbridge Équipement, a mentionné au détour d'un appel que son fils venait d'intégrer l'équipe de football du lycée, j'ai noté ce détail dans un carnet personnel. 2 semaines plus tard, en faisant le suivi d'une facture d'expédition, je lui ai demandé comment son fils s'en sortait sur le terrain. Donald a marqué un temps d'arrêt, pendant plusieurs secondes. Visiblement surpris, il m'a demandé si je m'étais réellement souvenu de ce détail. Je lui ai répondu, bien sûr que oui. J'ai continué ainsi avec chaque client. Je notais les anniversaires, les dates marquantes, et les moments importants de leur vie personnelle. Un client a mentionné qu'il rénovait sa cuisine, et quand je l'ai recontacté un mois plus tard, pour lui demander si les placards lui plaisaient, il m'a avoué que jamais, de la part d'un prestataire logistique, on ne lui avait posé une question qui ne soit pas directement liée à une facture. Je me contentais d'être attentif, et de faire un suivi rigoureux. Je n'envoyais pas de cadeaux coûteux. J'offrais simplement une politesse humaine de base. Je suivais chaque détail dans un tableur, j'enregistrais chaque appel téléphonique. Et je précisais le contexte de chaque conversation. Si un client mentionnait qu'un membre de sa famille était malade, je veillais à ne poser aucune question maladroite lors de notre échange suivant. C'était du bon sens, mais dans nos bureaux, le bon sens était une denrée rare. Regina a rapidement remarqué que mes appels duraient plus longtemps que l'objectif standard. Elle a commencé à rôder près de mon box, les yeux fixés sur mon écran. Elle m'a asséné que je n'avais pas été embauché pour être conseiller d'orientation, et m'a ordonné de limiter mes échanges au strict aspect transactionnel. J'ai hoché la tête poliment, puis j'ai recommencé immédiatement, à demander à mes clients comment se passait leur semaine. Elle pensait que je perdais un temps précieux pour l'entreprise, mais les indicateurs financiers, très vite, ont raconté une toute autre histoire. Au cours des 2 mois suivants, les tendances ont changé. Des clients, qui annulaient d'ordinaire leur contrat après seulement 1 ou 2 expéditions, ont commencé à les renouveler. Notre taux de fidélisation s'est mis à grimper. Une fois qu'ils ont eu confiance en moi, ils ont commencé à me confier leurs véritables problèmes opérationnels. Les retards de livraison, les erreurs de facturation, tous ces petits soucis qu'ils subissaient auparavant en silence, avant de transférer discrètement leur contrat chez nos concurrents. Un vendredi, en fin d'après-midi, je suis resté au bureau pour répondre à un client de l'Utah, qui était sur le point de résilier son contrat. Nous avons passé 45 minutes au téléphone, à analyser en détail les défaillances logistiques de ces 3 dernières expéditions. Je ne lui ai pas promis de miracle. J'ai simplement assumé la responsabilité des erreurs, j'ai noté chaque détail, et je me suis engagé à surveiller personnellement son prochain chargement. Il a décidé de ne pas résilier. C'est à ce moment précis que j'ai compris que ma méthode ne relevait pas seulement des compétences relationnelles. C'était le ciment, invisible, qui maintenait toute notre clientèle unie. La direction, elle, ne pouvait pas encore le voir. À la fin de mon 3e mois au sein de l'entreprise, les mêmes clients, qui ignoraient d'habitude les emails de la société, appelaient désormais ma ligne directe. Je ne faisais même pas partie du service commercial. Pourtant, de leur plein gré, ces clients augmentaient leur volume d'expédition avec nous. Regina s'obstinait à répéter que je perdais mon temps. Mais, dès le 4e mois, le changement de comportement de la clientèle est devenu indéniable. Il contournait complètement le portail principal du service client. Il m'appelait sur mon numéro personnel, parfois même après les heures de bureau. Simplement pour confirmer des détails mineurs. Ce surcroît de travail ne me dérangeait pas. Teresa Gable, de chez Northwell Foods, a été la première cliente majeure à franchir le pas. Elle m'a appelé pour signaler une palette endommagée.
en mentionnant au passage que son magasin célébrait son 5e anniversaire. J'ai précieusement noté la date. 2 mois plus tard, je l'ai appelée pour la féliciter, et lui demander si elle prévoyait toujours sa vente promotionnelle de cupcakes. Teresa a ri, étonnée, et m'a demandé comment j'avais pu me souvenir d'une telle chose. Je lui ai répondu. Personne n'oublie les cupcakes gratuits. Après cela, elle n'a plus jamais soumis le moindre ticket sur le portail. Chaque problème, et chaque renouvellement de contrat, passait désormais directement par mon bureau. J'ai mis en place un système de notes bien structuré sur mon ordinateur. Ce n'était pas une mise à niveau complexe de la base de données, mais simplement un ensemble de fichiers clairs, où je répertoriais les préférences des clients, les détails de leur vie familiale, et leurs difficultés passées avec nos livraisons. C'était sincère. Je m'intéressais réellement à leur activité, et c'est cette authenticité qui faisait fonctionner mon système. Regina me voyait passer des créneaux de 30 minutes au téléphone, et continuait à me critiquer, en me disant que je n'étais pas psychologue. Je lui ai rétorqué que je n'avais pas réalisé que faire preuve d'empathie, envers nos comptes clés, était contraire au règlement. Elle a ricané, puis a tourné les talons. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que pendant qu'elle comptait les tickets de support résolus, je suivais, de mon côté, des données financières bien réelles. Je tenais un tableur privé, qui reliait directement les retours des clients à notre chiffre d'affaires. Donald Granger a renouvelé son contrat annuel, avec une augmentation de volume de 5%. Teresa Gable a doublé ses commandes mensuelles. En l'espace de 3 trimestres, notre taux de fidélisation a augmenté, et le taux d'attrition a chuté de 41%. Je n'ai pas fait d'esclandre, et je ne me suis pas vanté de ces chiffres. J'ai continué à enregistrer les données, reliant des hausses réelles de revenus à ce travail relationnel que tous les autres qualifiaient de futilité. Regina a convoqué une réunion pour affirmer que la création de liens n'était pas un objectif quantifiable. Je fixais mon écran pendant qu'elle parlait de standardisation. Derrière moi, Stephen Fowler a marmonné qu'elle devrait aller dire cela à Northwell Foods. Je suis resté silencieux, mais je n'ai pas oublié sa remarque. À la fin de l'exercice fiscal, j'avais compilé les chiffres prouvant que 193 000 $ de nouveaux revenus nets provenaient directement de mes fiches. J'avais des noms, des dates, et des montants précis. J'ai imprimé ce rapport de 51 pages, et je l'ai déposé sur le bureau de Regina. Elle n'a fait aucun commentaire, mais, de l'autre bout de la pièce, je l'ai vue en feuilleter les pages. 2 jours plus tard, elle m'a convoqué dans son bureau pour un entretien individuel. Je m'attendais à ce qu'elle critique la mise en forme, mais, à la place, elle m'a demandé comment je m'y prenais pour empêcher les clients de partir. Je lui ai répondu que je faisais simplement en sorte qu'ils sentent que leur entreprise comptait pour nous. Regina n'a rien noté. Elle est restée silencieuse un moment, puis a mis fin prématurément à l'entretien. Il était évident pour moi qu'elle ne comprenait pas la dimension humaine du commerce. Les clients n'étaient pas fidèles à Pinacle Logistique. Ils étaient fidèles à la personne qui les traitait avec respect. Un soir, je suis resté tard pour terminer mes appels de suivi. Il neigeait abondamment dehors, et le bureau était plongé dans un calme complet. Je terminais un appel avec George Brigg, de chez Apex Printing. L'un de nos chauffeurs-livreurs avait accidentellement reculé sa remorque dans la boîte aux lettres de son entreprise, et George était furieux. J'ai écouté sa colère, je lui ai promis que Pinacle Logistique couvrirait immédiatement les frais de réparation, puis je lui ai demandé si sa fille, Emily, avait reçu sa lettre d'admission anticipée à l'université de Clemson. George a poussé un long soupir, et la colère a totalement quitté sa voix. Il m'a annoncé qu'elle avait été acceptée, et m'a remercié d'avoir pensé à lui poser la question. Après avoir raccroché, j'ai regardé autour de moi, dans ce bureau désert.
Les lumières étaient pour la plupart éteintes, et la porte du bureau de Regina était fermée. J'ai repensé à mon premier jour, lorsqu'elle m'avait dit que mon poste était un rôle inventé. J'ai compris, ce soir-là, que j'avais bâti quelque chose de réel et de précieux. Selon mes propres règles. La semaine suivante, l'entreprise a tenu sa réunion d'évaluation annuelle en visioconférence, avec le directeur général, Howard Croft, et tous les chefs de département. Regina était assise près de moi. Totalement silencieuse. Howard Croft a affiché le tableau de bord de la fidélisation des clients à l'écran, et a mis en valeur les résultats du service client. Il a souligné que notre fidélisation était en hausse et l'attrition en baisse, qualifiant notre groupe de modèle de stabilité pour les comptes. Toute l'équipe s'est tournée vers notre rangée, et quelques personnes ont applaudi. Regina est restée figée, la mâchoire serrée. Après la réunion, je me suis rendu à la cafétéria. Regina m'a suivi, et m'a intercepté près des ascenseurs. D'un ton calme, mais hostile, elle m'a dit que mon petit jeu allait s'arrêter. Sur le champ. Elle a affirmé que je n'avais rien d'exceptionnel, et que je faisais simplement plus de bruit que les autres employés. Elle m'a ensuite tendu un dossier imprimé, intitulé « Demande d'audit client ». Elle exigeait un récapitulatif complet sur un an de chaque interaction client que j'avais menée. Cette demande exigeait les noms, les dates, la durée des appels, les sujets abordés, l'impact financier, l'issue des renouvellements de contrats, ainsi que les détails des réclamations. C'était une montagne de tâches fastidieuses, destinées uniquement à me ralentir, et à m'ensevelir sous la paperasse. Elle m'a donné un délai de 2 semaines. Je n'ai pas discuté. J'ai vidé mon calendrier, reporté mes réunions non essentielles, et je me suis mis au travail. J'ai extrait chaque fil de mail, chaque historique d'appel, et chaque note de notre base de données. J'ai rédigé un document détaillé de 51 pages, qui associait chaque interaction relationnelle à un retour financier direct. Lorsque j'ai déposé le rapport final sur son bureau, elle n'a pas dit un mot. J'espérais qu'elle comprendrait enfin la valeur de ce travail. Au lieu de cela, une semaine plus tard, elle a envoyé une invitation pour une réunion de service obligatoire concernant les protocoles de communication. Le matin de la réunion, en entrant dans la salle de conférence, j'ai vu mon rapport d'audit projeté sur le grand écran. L'atmosphère dans la pièce était tendue, presque pesante. La première diapositive s'intitulait « Vue d'ensemble de l'impact client et inefficacité liée à la personnalisation ». Le reste de l'équipe s'est installé en silence, sentant le conflit qui s'annonçait. La pièce était éclairée par des néons blafards qui grésillaient, et la longue table de conférence en acajou semblait plus froide que d'habitude. Stephen Fowler s'est assis 2 chaises plus loin, gardant les yeux fixés sur son bloc-notes. Regina se tenait debout devant le tableau de présentation, un pointeur laser rouge à la main. Elle a annoncé que nous allions examiner certaines inefficacités récentes dans nos protocoles de communication. J'ai observé en silence pendant qu'elle faisait défiler mon rapport, extrayant des exemples de leur contexte pour les présenter sous le jour le plus défavorable possible. Elle a mis en évidence mes notes sur les anniversaires des clients, leurs vacances en famille, et l'admission d'Emily Brigg à l'université. Dirigeant son pointeur laser vers l'écran, elle a déclaré que ces détails personnels ne relevaient pas de la logistique, les qualifiant des « encombrements émotionnels ». Elle a affirmé que notre travail consistait à déplacer des marchandises et à clore des tickets de support, et non à correspondre comme des amis avec nos clients. Elle a tourné en dérision mes notes concernant un client dont l'animal de compagnie, âgé, était décédé, lisant ma question de suivi, manuscrite d'un ton moqueur. Elle a demandé à l'assistance si elle pensait que notre entreprise payait des salaires pour que ses employés dussent discuter d'animaux de compagnie. Personne n'a répondu. Je gardais mes mains bien à plat sur la table, la mâchoire si serrée qu'elle me faisait mal.
Regina a continué à faire défiler les diapositives, balayant d'un revers de main la valeur de mes efforts, et s'efforçant de me faire passer pour un employé non professionnel, qui recherchait les compliments personnels plutôt que les résultats commerciaux. Elle a ignoré les colonnes de données financières, qui démontraient pourtant comment ses relations de confiance avaient sauvé des contrats cruciaux. Le reste de l'équipe est resté dans un mutisme absolu. Personne ne parlait, et personne n'osait me regarder. Regina a enfin atteint la dernière diapositive de la présentation. C'était le tableau de bord principal, celui qui reliait mes notes relationnelles au renouvellement de contrats et aux augmentations de chiffres d'affaires. Elle a affirmé que ce genre de micro-gestion était d'une inefficacité redoutable. Elle m'a regardé droit dans les yeux, avec un sourire froid et triomphant, puis, sans la moindre hésitation, elle a cliqué sur le bouton de suppression de son ordinateur. La base de données entière a disparu de l'écran. La salle est devenue totalement silencieuse, d'un silence lourd et étouffant. Regina a souri à l'équipe, puis a annoncé que nous revenions immédiatement à des normes de communication professionnelle, en n'utilisant plus que des modèles validés par l'entreprise, et des temps de réponse chronométrés. Elle était persuadée d'avoir éliminé une nuisance administrative. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de détruire l'unique raison pour laquelle nos clients continuaient à travailler avec Pinacle Logistique. Je me suis levé, j'ai rassemblé mon bloc-notes, et je suis sorti de la salle de conférence sans dire un mot. De retour à mon bureau, je suis resté assis à fixer mon écran vide. Cet écran était un néant, représentant toute l'année de travail qui venait d'être effacée. Mon téléphone a vibré dans ma poche, mais je n'y ai pas prêté attention. Je ressentais une colère profonde, non seulement parce que mon travail acharné avait été supprimé, mais aussi à cause du silence de mes collègues, qui avaient assisté à la scène sans bouger. Ces notes relationnelles n'étaient pas de simples données. Elles étaient là. Preuve que les clients veulent être traités avec dignité. Regina pensait m'avoir remis à ma place, mais elle venait en réalité de démanteler l'unique mécanisme qui stabilisait nos comptes. Mon téléphone a de nouveau vibré, de manière continue. Je l'ai sorti, et j'ai vu un message d'un contact chez Aero Partners, notre principal concurrent. Je suis sorti du bureau pour me rendre dans le couloir calme afin de répondre. Un associé, nommé Alan, m'a parlé d'un ton direct et professionnel. Il m'a expliqué que lui et ses associés, Denny et Larry, suivaient mes progrès chez Pinacle Logistique depuis un moment. Il savait que les clients étaient fidèles à mon style de gestion, plutôt qu'à la marque elle-même. Alan m'a proposé un poste pour créer, de toutes pièces, une nouvelle division dédiée à la réussite client chez Aero Partners. Il m'a promis un salaire de base de 460 000 $, 15% de part de capital, et une totale liberté opérationnelle. Il m'a dit qu'il ne croyait pas au modèle rigide, ni au protocole froid axé uniquement sur les transactions. Il voulait une approche basée sur le relationnel, et il voulait que je la dirige. Je me suis appuyé contre le mur, le cœur bousculé et battant à tout rompre. Alan a ajouté que les clients voulaient travailler avec moi, et non avec un logo d'entreprise, et qu'ils étaient prêts à me soutenir avec toutes les ressources nécessaires. J'ai jeté un coup d'œil dans le couloir, en direction de la salle de conférence. J'entendais encore la voix de Regina, qui faisait la leçon à l'équipe sur les modèles standardisés et les objectifs de temps de traitement. Le contraste entre les deux entreprises était saisissant. Je n'ai pas eu besoin de temps pour réfléchir à l'offre. J'ai dit à Alan que j'acceptais le poste, et que je commencerais immédiatement. J'ai raccroché, je suis retourné dans la salle de conférence, et j'ai repris ma place. Regina a interrompu sa présentation, m'a regardé, et m'a demandé si j'avais des questions. Je me suis levé, je l'ai regardé droit dans les yeux, et j'ai annoncé à toute la salle que je quittais l'entreprise. Un silence de mort s'est installé. Regina m'a fixé,
affirmant que je commettais une grave erreur, et que je ne pouvais pas abandonner mon poste pour un simple désaccord. Elle m'a dit que des adultes professionnels ne gâchaient pas leur carrière, simplement à cause d'un changement de politique de communication. Je lui ai répondu qu'il ne s'agissait pas d'un désaccord, mais de la fin d'une mauvaise plaisanterie. J'ai débranché mon ordinateur portable, j'ai pris mon cahier, et j'ai déposé mon badge de sécurité sur la table. Je lui ai dit que ces clients qu'elle qualifiait d'encombrement étaient la seule raison pour laquelle cette entreprise fonctionnait encore. Je me suis retourné, et je suis sorti du bâtiment. Je n'ai pas haussé le ton, et je n'ai pas claqué les portes, mais chaque personne présente dans cette pièce a entendu ma démission. J'en avais fini avec Pinacle Logistique. 3 jours après avoir commencé à mon nouveau poste chez Aero Partners, alors que j'aménageais mon bureau, le premier appel téléphonique est arrivé. Ce nouveau lieu de travail offrait un contraste réconfortant avec mon ancien bureau. Il disposait de grandes fenêtres, d'un espace ouvert, et d'une atmosphère bienveillante où les employés étaient encouragés à collaborer. Mon bureau était propre, et mon ordinateur était connecté à une base de données moderne, conçue pour encourager la personnalisation de la relation client, plutôt que pour l'étouffer. L'appel provenait de Donald Granger, de chez Ironbridge Équipement. Il m'a dit qu'il avait appris mon départ de chez Pinacle Logistique, et m'a demandé quel service Aero Partners pouvait lui proposer pour ses besoins d'expédition. Donald m'a expliqué que la veille, un nouveau coordinateur de chez Pinacle l'avait appelé et s'était contenté de lui lire un script, échouant totalement à comprendre ses exigences de distribution. Il m'a précisé que leur nouveau contrat avec nous représenterait 280 000 $ par an, et qu'il transférait chez nous l'intégralité de son réseau de distribution du Midwest. Il était tellement satisfait de cette transition qu'il nous a recommandé à 3 autres distributeurs de son réseau régional. À la fin de notre conversation, nous avions déjà planifié un examen complet de son compte pour le jeudi suivant. Donald était prêt à transférer son activité. Nul besoin d'une présentation commerciale complexe. Il souhaitait simplement continuer à travailler avec un interlocuteur qui accordait de la valeur à son compte et comprenait les besoins de son entreprise. Le lendemain matin, Teresa Gable, de chez Northwell Foods, a appelé ma ligne directe. Elle m'a confié qu'elle avait remarqué mon absence, et qu'elle avait immédiatement demandé à son assistante de chercher où j'étais parti. Elle était extrêmement frustrée par Pinacle Logistique, car Regina Thorpe l'avait appelé personnellement pour tenter de lui faire la conversation avec un texte préparé, mais elle s'était trompée de prénom, et avait oublié l'anniversaire de son magasin qui approchait. Teresa m'a confié que cet échange avait semblé froid, et totalement artificiel. Elle m'a annoncé qu'elle avait déjà donné des instructions à son service comptable pour finaliser le changement de prestataire. Son compte représentait 320 000 $, et elle prévoyait d'augmenter leur volume d'expédition de 20% au cours du trimestre à venir. Elle a ajouté qu'elle se sentait sereine à l'idée de transférer une si grande partie de son activité, car elle savait que je superviserais personnellement les opérations. Je lui ai communiqué les détails de mon nouveau poste chez Aero Partners, et elle m'a dit qu'elle préparait les documents pour transférer son contrat logistique. Les transferts d'activité se sont alors accélérés. Les clients que Regina avait qualifiés de chronophages et d'inefficaces transféraient leurs contrats chez Aero Partners, les uns après les autres. Je ne me suis pas livré à des vantardises publiques, mais la nouvelle de mon changement de poste s'est rapidement propagé dans le secteur. En peu de temps, j'ai commencé à recevoir des nouvelles de mon ancien collègue, Stephen Fowler, qui travaillait toujours chez Pinacle Logistique. Stephen m'envoyait régulièrement des SMS détaillant le chaos interne. Il me décrivait Regina passant des heures enfermée dans son bureau, à hurler sur les directeurs régionaux au téléphone. Elle avait tenté de recréer manuellement mes fichiers de suivi client. Mais
Comme elle n'avait jamais discuté avec eux et ne s'était jamais souciée de leur vie personnelle, les notes qu'elle rassemblait étaient parfaitement inutiles. Elle avait par exemple noté qu'un client aimait le sport, sans préciser de quel sport ni de quelle équipe il s'agissait. Cela avait conduit un coordinateur à interroger un client de Chicago sur son équipe de hockey préférée, pour finalement découvrir que ce client ne jurait que par le basketball. Les clients se sentaient insultés par ces tentatives superficielles de créer du lien. Steven m'a envoyé des captures d'écran de leur communication interne, montrant que Regina paniquait face à la chute brutale des volumes d'expédition. Elle essayait de contacter mes anciens clients en utilisant des scripts rigides et des modèles de masse, mais les comptes ne répondaient pas. Donald Granger m'a transféré l'un des emails qu'il avait reçus de Regina. C'était un message générique, prenant des nouvelles de son entreprise et l'interrogeant sur sa famille, mais elle avait confondu sa fille avec son fils et avait complètement écorché son nom de famille. Donald m'a écrit que ce message démontrait son absence totale d'intérêt réel. Dès ma 2e semaine de travail chez Aero Partners, 3 autres comptes d'envergure nous ont transféré leur activité, sans la moindre sollicitation de ma part. Ce n'étaient pas des petits comptes. Il s'agissait de clients historiques, détenant des contrats annuels à 6 chiffres. L'ironie de l'histoire, c'est que Regina avait auparavant étiqueté ces mêmes comptes comme des gouffres financiers, et qu'ils constituaient désormais le socle financier de ma nouvelle division. Cet afflux de nouvelles affaires était si important que nous devions nous démener pour embaucher des coordinateurs supplémentaires, afin de gérer la charge de travail. Alors que Pinacle Logistique continuait à perdre des revenus, leur service juridique a envoyé une lettre officielle à Aero Partners. Le courrier m'accusait de détournement de clientèle, et menaçait de poursuites judiciaires pour concurrence déloyale et ingérence préjudiciable dans leurs relations commerciales. J'ai rencontré notre équipe juridique pour examiner ces allégations. Selon les lois de l'État, une plainte pour ingérence préjudiciable exige de prouver qu'un concurrent a activement incité un client à rompre son contrat, et ce, sans justification légitime. Or, je n'avais pas contacté un seul client. Chaque client m'avait sollicité de son plein gré. De plus, nous disposions de documents prouvant que Pinacle Logistique avait manqué à plusieurs reprises à ses engagements de niveau de service, ce qui offrait aux clients un motif juridique valable pour résilier leur contrat. Les clients partaient en raison des défaillances opérationnelles de Pinacle, et non à cause d'un démarchage de ma part. Notre conseiller juridique a envoyé une réponse à Pinacle Logistique, soulignant ces différents faits. Nous avons également fait remarquer que la suppression intentionnelle, par Regina, de mes fichiers de suivi de clientèle lesquels contenaient des preuves écrites des erreurs d'expédition et des anomalies de facturation de Pinacle, constituait une destruction délibérée de preuves. Ces fichiers représentaient des documents commerciaux essentiels, directement liés au litige contractuel en cours. En les supprimant pour m'humilier, Regina avait exposé Pinacle Logistique à de lourdes responsabilités juridiques, et à d'éventuelles sanctions réglementaires. Nous les avons informés que s'ils maintenaient leur poursuite, nous déposerions une contre-plainte pour manquement aux obligations fiduciaires, et exigerions un audit informatique complet de leur base de données. Conformément à la loi sur la fraude et les abus informatiques, Computer Fraud and Abuse Act. Et plus précisément à la section 1030 du titre 18 du Code des États-Unis. Après avoir reçu notre courrier, leur équipe juridique n'a pas donné suite. Ils ont compris qu'une bataille judiciaire ne ferait qu'exposer au grand jour leur défaillance interne, ainsi que la faute professionnelle de Regina. Dès la 5e semaine après ma transition, les rapports du secteur indiquaient que Pinacle Logistique avait perdu plus de 60% du chiffre d'affaires provenant de ses principaux clients. Leur contrat de transport était annulé, et leurs partenaires d'entreposage mettaient fin à leurs accords. L'entreprise faisait face à une crise financière majeure. La perte de ces comptes clés a provoqué un effet domino, ternissant leur réputation et incitant les autres clients à s'interroger sur leur
Stabilité. Un après-midi, le téléphone de mon bureau a sonné. C'était Howard Croft, le directeur général de Pinacle Logistique. Il m'appelait. Par un après-midi pluvieux de mardi. L'écran affichait le numéro familier du siège social, et mon premier réflexe a été d'ignorer l'appel, mais j'ai voulu entendre ce qu'il avait à dire. Lorsque j'ai décroché, son ton était totalement différent de la voix arrogante qu'il avait empruntée lors de la réunion annuelle. Il s'est montré poli, presque déférent. Il m'a longuement expliqué à quel point le conseil d'administration était déçu, et comment ils avaient réalisé que mon départ avait provoqué une désorganisation massive. Il a admis qu'ils avaient gravement sous-estimé la valeur de mes notes relationnelles, ainsi que de cette base de données personnelles qui avait été détruite. Il m'a proposé le poste de directeur de la stratégie client si j'acceptais de revenir dans l'entreprise, en me promettant une autorité totale pour reconstruire le service. Il est même allé jusqu'à me proposer de doubler mon ancien salaire, m'offrant une rémunération de base de $500 000, assortie d'une prime de signature de $50 000. J'ai écouté son offre en silence. J'ai repensé à mon box gris et froid, aux avertissements hostiles de Regina, et au silence du conseil d'administration pendant qu'elle démantelait mon service. Je lui ai répondu que j'appréciais son appel ainsi que cette offre généreuse, mais que j'étais déjà en train de bâtir quelque chose de durable chez Aero Partners, et que je n'avais absolument pas l'intention de partir. Howard n'a pas cherché à discuter. Il a simplement accepté ma décision, m'a remercié pour mon temps, et a mis fin à l'appel. Je n'ai pas ressenti le besoin de me réjouir outre mesure. Les résultats parlaient d'eux-mêmes. Regina Thorpe n'a pas survécu aux répercussions au sein de l'entreprise. Le conseil d'administration a mis fin à son contrat avant la fin du trimestre. Sa suppression de la base de données client a été jugée comme un manquement grave à ses obligations fiduciaires, et comme une destruction délibérée d'actifs de l'entreprise. Au cours de leur enquête interne, ils ont également découvert qu'elle avait accédé à mon dossier d'évaluation privée, et avait tenté de falsifier ma signature sur un rapport d'évaluation antidaté, afin de justifier ses actes. Elle avait agi ainsi pour faire croire que mes performances étaient insuffisantes avant la suppression de mes fichiers, essayant de couvrir ses arrières et de se protéger des conséquences des départs de clients. Cet acte violait les lois de l'État contre la falsification, selon la section 3543.5.2 du Code de l'Indiana. Le conseil d'administration a choisi de la licencier sur le champ, sans aucune indemnité de départ. Elle a quitté les bureaux en silence, portant ses affaires personnelles dans un carton, incapable de regarder ses anciens collègues dans les yeux. La révélation publique de cette falsification a détruit définitivement sa réputation professionnelle, garantissant qu'elle ne retrouverait plus jamais de poste de direction dans le secteur de la logistique. Pour réduire ses coûts, Pinacle Logistique a annoncé des licenciements immédiats, se séparant de 40% de ses effectifs. Cette mesure brutale violait la loi fédérale sur la notification de licenciement et de reconversion des travailleurs, Warn Act, conformément à la section 2101 du titre 29 du Code des États-Unis, qui impose un préavis de 60 jours. Stephen Fowler, ainsi que plusieurs autres anciens collègues, m'ont contacté. Je les ai mis en relation avec notre équipe juridique, qui les a aidés à lancer une action collective contre Pinacle Logistique pour cette infraction au droit du travail. L'entreprise a soutenu que ces licenciements étaient dus à des circonstances imprévues et soudaines. Cependant, notre équipe juridique a démontré que la direction était consciente de la chute des revenus depuis des semaines, et avait délibérément dissimulé cette information. Le tribunal a tranché en faveur des employés, ordonnant à Pinacle de verser l'intégralité des salaires et avantages rétroactifs pour la préavis de 60 jours. Cette décision leur a coûté $350 000 d'indemnité, garantissant ainsi aux salariés les compensations qui leur étaient légalement dues. 2 années se sont
écoulé depuis mon départ de chez Pinacle Logistique. Je suis désormais associé à part entière chez Aero Partners, et notre division de réussite client a connu un développement considérable. Ma femme, Linda Vance, et moi-même avons récemment célébré cette étape marquante. Lors d'un dîner tranquille. Elle m'avait soutenu tout au long de cette transition stressante, et constater la stabilité que nous avions acquise était profondément gratifiant. Pour fêter ma promotion en tant qu'associé, nous avons organisé un petit dîner chez nous, pour Alan, Denny et Larry. Installés sur la terrasse arrière, nous buvions de la bière artisanale locale, tout en discutant de l'avenir d'Aero Partners. Alan a levé son verre, et a porté un toast à l'importance de traiter les clients comme des êtres humains. Il a fait remarquer que nos revenus avaient augmenté de 85% depuis mon arrivée, et que notre service était devenu le plus rentable de toute l'entreprise. J'ai regardé Linda et j'ai souri, me souvenant de mes chaussures bon marché et de ce petit demi-bureau étroit, installé juste à côté de l'imprimante. Je n'avais pas seulement survécu, j'avais posé les bases d'un véritable héritage. Aero Partners a doublé ses effectifs, et triplé sa liste de clients actifs, tout en maintenant un taux d'attrition inférieur à 3%. Nous ne nous focalisons pas sur la durée des appels. Nous nous concentrons sur la satisfaction des clients, et sur leur fidélisation à long terme. Lorsqu'un client appelle nos bureaux, il s'adresse à un être humain, qui comprend son activité, et se souvient de ses préférences. Nous continuons à noter les détails personnels, les événements familiaux importants, ainsi que les passions de chacun, car ce sont précisément ces détails qui constituent le socle de la confiance. Regina pensait que les relations humaines étaient une perte de temps inefficace pour l'entreprise. Elle n'avait pas compris que dans le secteur de la logistique, les relations sont la ressource la plus précieuse. Je n'ai pas détruit sa carrière. Elle l'a détruite elle-même, par indifférence et par manque de jugement. Ma revanche ne s'est pas faite dans la colère ou le conflit public. J'ai simplement bâti une division prospère, fondée sur ces valeurs qu'elle méprisait. Aujourd'hui, lorsque le téléphone sonne, et qu'un nouveau client me dit qu'il veut travailler avec quelqu'un qui s'intéresse réellement à son activité, je me contente de sourire, et je prends les